Bonsoir et merci de nous rejoindre sur votre émission L'échiquier international. La France est de nouveau paralysée ce mardi. Les opposants à la réforme des retraites ont manifesté partout pour une 10e journée d'action à haut risque, 5 jours seulement après la précédente, marquée par un regain de mobilisation et ternie par de nombreux débordements. D'ailleurs, pour cette journée, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, avait annoncé un dispositif de sécurité inédit avec 13 000 policiers et gendarmes, dont 5 500 rien que pour la capitale, Paris. En parallèle, la journée apporte son lot de blocages. De nombreux secteurs en sont affectés, notamment les transports et l'éducation. Nous allons en parler aujourd'hui avec Gamal Abina, analyste politique, ainsi qu'avec notre journaliste Sofiane Baroudi, spécialiste des questions internationales. Messieurs, bonjour. Bonjour. Bonsoir. Alors restez avec nous. Tout d'abord, un point de la situation sur cette 10e journée de mobilisation signée Neriman Zekar. 10e journée de mobilisation en France. Les 4 coins de l'Hexagone sont complètement gelés et les manifestants restent déterminés à exprimer leur refus de la réforme des retraites face à un Emmanuel Macron qui fait la sourde oreille. Des centaines de milliers de manifestants sont attendus. Le ministre de l'Intérieur français a annoncé un dispositif de sécurité de 13 000 policiers et gendarmes, dont 5 500 à Paris. Les dérapages comme celui de Sainte-Soline le week-end dernier sont craints. Gérald Darmanin a de ce fait appelé dans cette période de violence chacun et chacune au calme. En parallèle des manifestations, l'épreuve de force se prolonge avec son lot habituel de grèves et de blocages. Plusieurs secteurs sont touchés, perturbant ainsi l'approvisionnement en carburant de certaines régions françaises et de certains axes routiers ou dépôts logistiques. Plus de 15% des stations-service de France étaient lundi à court d'essence ou de gasoil et des milliers de tonnes d'ordures défigurent toujours Paris et servent de combustible à des groupes de casseurs le soir. Après des mois de pandémie et en pleine période d'inflation, les blocages répétés du pays mettent encore plus en danger l'économie française, déjà exsangue. Certains secteurs risquent d'accuser un coût important et difficilement rattrapable. Voilà, et comme vous allez le voir à travers ces images qui nous parviennent en direct de la capitale, de cette fameuse réforme des retraites, pourquoi les choses prennent-elles cette tournure ? Simplement parce qu'il y a déjà un contexte global qui conduit à cette radicalisation, comme on dit. Ça a commencé d'abord par une négociation avec le gouvernement. Il y aurait dû avoir un débat à l'Assemblée nationale, première, seconde lecture, ça n'a pas été le cas. La posture gouvernementale est une posture extrêmement ferme qui ne fait aucune concession ni même discussion. Les syndicats qui se sont pour la première fois unis étaient en rang vraiment serré pour dire qu'ils étaient opposés à cette réforme parce qu'il n'y avait pas eu de négociation avec l'intersyndicale et simplement parce que il y a eu plusieurs épisodes avant même cette histoire de réforme de retraite. Il y a eu les Gilets jaunes, on s'en souvient. Il y avait ensuite, à la suite des Gilets jaunes, aussi des manifestations syndicales par rapport à ces réformes annoncées. Il y a eu le Covid qui a évidemment paupérisé la population et qui a conduit à des drames qu'on a vu au niveau du commerce ou de tout un tas de métiers qui ont été lourdement impactés. Et puis, on sort du Covid pour arriver à une réforme de retraite imposée alors que parallèlement à cela, les conséquences du Covid, c'est d'abord une inflation galopante qui avait démarré avant la crise ukrainienne, une accélération de cette inflation, donc une paupérisation de plus en plus marquée de la population et des couches moyennes maintenant qui sont touchées, et pour finir, évidemment, un gouvernement complètement autiste qui refuse de négocier et qui impose par ce fameux article 49.3, donc c'est le cas, c'est un article de loi fait par De Gaulle à l'époque, la nouvelle constitution, donc qui impose effectivement par le haut une décision qui n'a pas été négociée. Donc ça a été très mal vécu par les syndicats, mais pas seulement par la population qui considère que le gouvernement est très méprisant et ne discute jamais, mais impose par le haut. Très bien, merci pour cette entrée en matière, histoire de nous mettre un petit peu dans le contexte. Et on le voit toujours, la mobilisation se poursuit, comme vous pouvez le constater, en direct depuis Paris. Alors selon vous, Sofiane Baroudi, qu'est-ce qui a produit, ou plutôt conduit aujourd'hui à ces débordements ? Je pense que déjà, à mon avis, il vaut mieux parler de mouvement social de grande ampleur que de débordement, parce que la rhétorique de débordement, elle est, si vous voulez, produite par le gouvernement qui est malheureusement dans une situation de crise très très profonde. C'est-à-dire que le mouvement social est allé au-delà des limites qui ont été fixées par le gouvernement.
parce qu'il y a eu le 49.3 qui a été justement considéré comme étant un affront, comme étant un mépris envers les masses populaires organisées, parce qu'il faut rappeler qu'il y a une intersyndicale qui est organisée, qui a fait plusieurs manifestations pacifiques, des journées de grève, des journées de mobilisation. Ouais. Qui étaient jusque-là légales. Complètement légales, exactement, mais le gouvernement a refusé complètement, si vous voulez, de négocier notamment sur l'âge légal de départ à la retraite, mais pas seulement, parce que le texte recèle aussi beaucoup d'autres points qui sont contestés par le mouvement social. Et donc, il y a un passage après le 49.3, quasiment, si vous voulez, une crise qui pourrait être une crise politique et une crise de régime, parce que la Ve République, parce que le 49.3 a été institué par De Gaulle, comme l'a dit Gamal Abina, et la Ve République est en crise profonde. Et la revendication d'aller vers un changement institutionnel, vers une 6e République, vient de plusieurs pôles de l'opposition, parce qu'il y a déjà une situation de cohabitation au sein du Parlement. Il y a une opposition de gauche, mais il y a aussi une opposition de droite. Oui. Et donc, il faudra gérer tout ça. Et il faudra gérer notamment l'irruption de ce qui est appelé actuellement par la plupart des observateurs comme étant un mouvement insurrectionnel. C'est-à-dire qui vise, si vous voulez, à aller au-delà de la Ve République vers l'institution éventuellement d'un nouveau système républicain, voire vers une confrontation. Complètement un nouveau système. La revendication de refonte du nouveau système est une revendication qui est très populaire. Elle est portée par les deux groupes d'opposition au Parlement. C'est-à-dire que le pôle, par exemple, de gauche appelle à la nécessité d'organiser une assemblée constituante, des élections pour une assemblée constituante, et l'opposition d'extrême droite parle de référendum, d'initiative citoyenne, mais c'est à peu près la même chose. C'est-à-dire que le cadre de la Ve République est considéré comme étant un cadre vieillissant qui ne répond plus aux nécessités et aux besoins. En plus, il y a une forme de défiance sociale très profonde dans une conjoncture géopolitique qui est une conjoncture de conflit de haute intensité en Europe, ce qui est un facteur encore plus aggravant et qui va éventuellement exaspérer encore plus les tensions sociales et amener vers des confrontations. Parce que même la question de la violence, il faut se rappeler qu'il y a eu aussi le passage en force dans la loi travail. Et il y a eu le questionnement sur les violences policières qui sont récurrentes. Et donc, les manifestants ou alors les grévistes se sont préparés cette fois à la violence policière et ils ont préparé aussi des modalités de défense. Si vous voulez, on pourra en parler. C'est un prolongement peut-être du mouvement des Gilets jaunes? Je pense que c'est plus qu'un prolongement du mouvement des Gilets jaunes. C'est-à-dire que le mouvement des Gilets jaunes a été maté par la violence, par la répression, mais il y avait aussi le mouvement contre le Code du travail, la loi du travail, qui a été un mouvement de grande ampleur, mais qui a subi aussi un passage en force. Et ce passage en force n'a pas été digéré à la fois par les directions syndicales, mais aussi par les masses populaires et aussi par la jeunesse radicalisée. Parce qu'on a vu l'irruption dans le centre de Paris, c'est la jeunesse radicalisée. Il ne s'agit pas, si vous voulez, de classes populaires travailleuses ou alors de cadres syndicaux. C'est plutôt des jeunes élites qui viennent de milieux étudiants ou alors de milieux de jeunes assez aisés parfois, mais qui refusent ce qui est proposé, ce qui est qualifié un peu de régime autocratique, si vous voulez. Très bien. Donc, on continue de vous retransmettre en direct les images de cette 10e mobilisation en France. Ces images nous parviennent de Paris, d'où l'on retrouve une nouvelle fois Gamal Abina. Pour vous, est-ce un ras-le-bol exprimé une nouvelle fois par les Français au-delà du mouvement des Gilets jaunes, réprimé lui aussi ? Oui, tout à fait, parce qu'on se souvient dans les années 60, à la fin des années 60, lorsque De Gaulle est mis en difficulté en mai 68, oui. Donc il y a deux France effectivement qui s'opposent, la France de gauche, un peu libertaire et des gauchistes, clairement, c'est comme ça qu'on les appelait, estudiantine, ouvrière, donc une France qui était un petit peu en rupture avec un système patriarcal, très anachronique, qui ne voulait pas se réformer, mais on était dans une période de 30 glorieuses, tout allait bien. C'est-à-dire que les gens se sont un petit peu révoltés pour les questions de confort de vie, non pas les questions maintenant de maintien de ce confort de vie. Aujourd'hui, c'est autre chose. On est dans un système effectivement très autocratique, ça vient d'être dit par Sofiane Baroudi, un système qui dirige par le haut et qui a une approche très méprisante vis-à-vis de la population, on le ressent très profondément. Lorsque M. Macron dit par exemple que les gens qui ne veulent pas cette réforme sont des irresponsables, il parle de la population. Quand il en parle d'une foule, il parle de la population. Il y a toujours ce caractère un peu d'élite de classe méprisante qui dit « vous ne comprenez rien à rien, je suis un génie, je suis capable, je suis un… » Je vous rappelle le Mozart de l'économie, bon, on voit bien le résultat aujourd'hui. Et il est en train d'expliquer que les gens qui sont opposés ont tort. Or, le problème n'est pas de savoir s'ils ont raison ou s'ils ont tort. C'est la méthode qui déplaît profondément, qui rappelle effectivement ce qui est… Un mépris peut-être ressenti, un mépris. Il y a un mépris de classe, il y a un mépris intellectuel, c'est assez évident, parce que je pense que même pour les Gilets jaunes, ils leur disaient toujours oui, je vous écoute, mais ne les écoutez pas. Et aujourd'hui, il y a un ras-le-bol généralisé parce qu'il a réussi à mettre contre lui. À l'époque des Gilets jaunes, c'est un mouvement très particulier, très protéiforme, mais qui était essentiellement, qui avait une souche en province.
C'est qu'il y avait un parisianisme qui était très favorable à Paris, donc les Parisiens étaient tranquilles chez eux, et les provinciaux qui descendaient à Paris. Donc pour des raisons qu'on a compris, d'hypercentralité du pouvoir, de l'économie, de la culture, et puis simplement de peur de voir que la vie économique se dégradait. Aujourd'hui, on est sur autre chose. Il y a une conjonction entre les Parisiens et la province. C'est-à-dire que tout le monde est d'accord pour dire qu'il y en a assez de ce gouvernement qui impose, comme la loi El Khomri, c'était dit tout à l'heure, la loi travail, qui impose par le haut des lois qui sont très impopulaires, sans discuter, sans négociation. Et la différence entre De Gaulle et Macron, c'est que Macron impose un 49.3 non pas à l'Assemblée nationale, il l'a fait évidemment, mais il impose surtout à sa population qui à 70 à 80% est contre cette réforme. De Gaulle n'aurait pas fait ça, il aurait consulté sa population via un référendum et s'il avait été débouté comme ça a été le cas en 68, il aurait quitté le pouvoir. Aujourd'hui, cette question n'est même pas à l'ordre du jour. Aujourd'hui, on impose à la population le 49.3, ce qui est totalement, en vérité, dans l'absolu, anticonstitutionnel. Donc, comme on peut le constater, cette journée a donc une nouvelle fois été ternie, comme on peut le voir en direct, par du grabuge. Donc, il y a eu de la casse, comme on peut le dire, Sofiane Barodi. Gamal Abina, alors les choses se sont compliquées depuis le déclenchement des manifestations en France. La donne a changé puisque cette réforme a été adoptée. On ne peut plus faire machine arrière. Que faire alors ? Si, on peut faire machine arrière. Il ne tient qu'à Macron de revoir sa copie, de rediscuter. Même après l'adoption ? Comment ? Même après l'adoption ? L'adoption, ça peut être revu. Je veux dire, il y a beaucoup de lois qui sont mises à l'arrêt ou qu'on rediscute après coup. Une loi, c'est pas sacré. On n'est pas dans un texte religieux. Ouais. Mais ce qui est certain dans cette affaire, c'est qu'il y a un rapport aussi, non seulement de mépris de classe, qu'on peut observer, ça c'est évident aujourd'hui, mais surtout un rapport de fierté mal placée. Je pense que M. Macron, on a fait une sorte de cheval de bataille depuis son premier mandat. Il n'a pas arrêté de parler de ça. À un moment où ça ne devait pas arriver, ça arrive trop tôt, cette réforme, elle n'était pas nécessaire. Le Conseil d'orientation des retraites, disait que c'est en 2030 qu'il y aurait peut-être un déséquilibre. Et la réponse qui a été apportée, c'est tout de suite, alors qu'on est en pleine crise économique, avec une inflation galopante, avec un pouvoir d'achat qui est en chute libre, avec un chômage qui, contrairement à ce qui est dit, reste artificiellement bas, puisque c'est des contrats aidés. Tout ça a conduit à une radicalisation. Mais quand on parle de radicalisation, c'est de la colère simplement populaire et légitime. Hein. Je veux dire, en 89, quand il y a eu la révolution, c'était aussi une radicalisation. Ça a fait tomber le roi. Ben, c'est un peu pareil aujourd'hui. Il y a des violences qui vont arriver parce qu'elles doivent arriver. Et surtout, l'État français aujourd'hui exerce à l'endroit de sa population des violences qu'on a connues il y a très longtemps déjà. On se souvient en 2005, la révolte des banlieues. À l'époque, c'est facile, on voyait les Arabes et les Noirs, donc c'est facile de les criminaliser. Et bien, cette révolte généralisée de toute la France en 2005 se reproduit cette fois-ci avec quasiment 20 ans d'écart. Oui. Alors, Sofiane Barodi, comme vient de le souligner Gamal Abina, la réforme des retraites en France ne date pas d'aujourd'hui. Plusieurs présidents avant Macron ont tenté en vain de faire passer cette loi. Avec ce forcing, Emmanuel Macron voudrait-il prouver quelque chose ? Je pense que ça va dans la droite ligne, si vous voulez, de toutes les réformes autour de l'austérité qui durent depuis au moins une quinzaine d'années, depuis la crise financière de 2007-2008. Et c'est justement cette insistance, si vous voulez, à vouloir faire passer des réformes qui sont impopulaires et contre les intérêts des classes populaires qui entraîne aussi, si vous voulez, la dureté du mouvement en résistance. C'est-à-dire qu'il y a de la part du président Macron une volonté de passage en force qui est claire, c'est-à-dire que dans sa logique à lui, la réforme est nécessaire pour l'équilibre économique. Mais de l'autre côté, du côté populaire, il y a un enchaînement et un cumul de réformes qui sont des réformes au service d'une oligarchie, parce qu'il y a aussi une considération qui dit que le pouvoir en France et en Europe plus généralement est entre les mains d'une oligarchie et que les intérêts des classes populaires ne sont pas pris en compte, qu'il y a un rouleau compresseur. Et ça ne concerne pas juste les classes populaires, si vous voulez, urbaines. On a vu aussi ce qui s'est passé à Sainte-Soline, c'est-à-dire dans un environnement rural où il y a eu une répression accrue, parce qu'il y a la question de la répression et de la violence policière, elle est très importante. C'est inédite en France. Très importante. D'ailleurs, Macron s'est fait épingler par le Conseil de l'Europe. Ce n'est pas la première fois, parce que c'est récurrent. Il y a de plus en plus, si vous voulez, de recherches qui prouvent que la violence policière est une violence institutionnelle, notamment dans les quartiers populaires, et qu'elle est héritée aussi, parce qu'il ne faut pas oublier l'héritage colonial de la Ve République, l'héritage violent de la Ve République qui est né d'un coup d'État colonial. C'est très important parce que, en dernière analyse, c'est une forme de boucle qui est en train de se refermer parce que, comme je l'ai dit avant, il y a vraiment une volonté d'en finir avec la Ve République. Et peut-être que la Ve République va finir comme elle a commencé parce qu'il y a une défiance, y compris, si vous voulez, ce n'est pas juste une opposition de classe. Il y a aussi si vous voulez, un problème de consensus qui est rompu au sein
des classes dirigeantes. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs courants à l'intérieur de l'État français, de l'État profond, qui n'arrivent plus à s'entendre. D'ailleurs, on a remarqué ça à travers différents incidents. Il y a eu dernièrement un événement important, l'annulation ou alors le report de la visite du roi d'Angleterre, Charles III, qui a été justement des résidus qui se sont accumulés et qui sont la conséquence donc de cette mobilisation. Je me retourne vers vous, Gamal Abina. Pourquoi donc cette réforme des retraites particulièrement est-elle toujours explosive en France ? D'abord parce que la réforme des retraites, c'est un vieux serpent de mer, ça vient d'être dit par Sofiane. Il faut savoir que c'est pas le premier président qui tente le coup. Depuis Juppé, dans les années 90, c'était déjà à l'ordre du jour. Vous voyez, 20 ans plus tard, on n'est pas encore dans un déficit chronique, mais on ne parle que de cela. Entre-temps, on a fait d'autres réformes. On a imposé, par exemple, la RDS, CSG, donc c'est pour combler le trou de la sécurité sociale, qui depuis très longtemps est comblé, maintenant on le sait. Et surtout, la question qui se pose aujourd'hui, c'est pas tellement la question de la réforme des retraites, parce que ça, c'est un élément déclencheur. Comme pour les gilets jaunes, c'était l'essence. On a dépassé largement le prix de l'essence qui était à craindre de l'époque des gilets jaunes. Mais aujourd'hui, la question qui se pose, c'est une question effectivement, ça vient d'être dit, de droit fondamental, de la représentation nationale, du citoyen représenté par l'Assemblée nationale, et surtout du poids à l'Assemblée qui a été balayé d'un revers de la main par un vote qui n'a pas eu lieu, alors qu'il aurait dû avoir lieu, parce que la démocratie c'est quand même l'Assemblée. Et surtout, l'autre aspect, c'est de se poser. Alors en France, on a du mal à se poser les bonnes questions. J'ai eu l'occasion d'en parler à la radio récemment. Tout le monde trouve normal, quasiment, le 49.3 parce que c'est constitutionnel. Sauf que ma réponse, elle est très simple. Au nom de quoi, suite, et c'est vrai, Sofiane l'a dit à l'instant, d'un coup d'État militaire. M. de Gaulle n'est pas un civil, c'est un militaire qui prend le pouvoir après le coup des généraux en Algérie. Il prend le pouvoir de force quasiment, il installe un pouvoir ultra présidentiel, très puissant, quasiment tout puissant, parce qu'on le voit avec le 49.3 aujourd'hui. Au nom de quoi et démocratie a un article de loi, article 49 alinéa 3, qui dit, si l'Assemblée n'est pas d'accord, eh bien nous, on va la poser. Ça, c'est problématique parce qu'il n'y a aucune démocratie dans le monde où ce système n'existe. Ça n'existe nulle part. Donc c'est un vrai problème en termes de démocratie, de représentation nationale. Peut-être que ça existe dans un pays, ou du moins prétendu pays. Vous faites bien de souligner ce point précisément, parce que j'aimerais faire un petit parallèle avec vous et avec Sofiane Barodi, avec les manifestations qui ont secoué l'entité sioniste et qui ont conduit justement le Premier ministre Benyamin Netanyahou de suspendre la réforme judiciaire. Cela plutôt pourra-t-il influencer de quelque manière que ce soit Elisabeth Borne ? Si vous me posez la question. En France, Israël, les sionistes, donc, c'est un État qui est fondamental allemand et français. Allemand pour le modèle de ce qu'on appelle le romantisme allemand, donc le rêve de partir à la campagne, les Debussy. Français parce qu'effectivement, le principe républicain s'appuie un peu sur le principe français. Même s'il y a la Cour suprême, même s'il y a un système un peu anglo-saxon, on retrouve quand même le principe républicain laïque qui a fondé l'État d'Israël. Et donc, cette idée de séparation des pouvoirs est une idée qui est cardinale. Eh bien, on a le même sentiment entre ce qui se passe dans l'État sioniste et en France, c'est qu'il y a une confiscation des pouvoirs par un Premier ministre, c'est l'État sioniste, ou par le président en France qui nomme sa Premier ministre, enfin c'est lui qui parle. Il y a une confiscation du pouvoir, donc un manque de séparation de pouvoir, parce qu'effectivement, la loi se fait par l'Assemblée nationale et ne se fait pas par la direction politique du pays. Eh bien, on assiste à ça, cette dérive aussi en Palestine occupée, parce que précisément, ces hommes ont une avidité de pouvoir et une peur d'être contestés. Sauf que, dans les deux cas de figure, dans les cas plus graves, en France, les violences policières sont un facteur aggravant. On observe et filme tous les jours que les policiers usent et abusent de la force, la fameuse Brave M par exemple, qui commence à vraiment exacerber les tensions de plus en plus fortes, exaspérer la population française parce qu'ils ont le sentiment non seulement de ne pas être entendus, en plus d'être réprimés. Et il y a un nouveau concept qui est sorti, c'est ces fameuses manifestations sauvages. Alors que le droit de manifester, qu'il y ait ou pas autorisation de la préfecture, est un droit constitutionnel. Ouais. Donc on a inventé ce concept-là pour empêcher les manifestations de se faire. Très bien, Sofiane Barodi, je vous retourne la question. Donc, ce qui se passe en France, on a tendance à faire un petit peu à y voir quelques points de similitude. Benyamin Netanyahou a suspendu, donc a gelé la réforme judiciaire. Cela pourrait-il influencer le gouvernement français ? Moi, je pense qu'il y a une correspondance entre ce qui se passe ici et là, parce qu'à mon avis, il y a eu vraiment une crise du mythe de la démocratie libérale tel qu'il a été connu après la Seconde Guerre mondiale. Et dans cette décomposition du mythe de la démocratie libérale, ça a commencé, à mon avis, par l'éruption aussi des masses à l'intérieur du Capitole aux États-Unis
parce qu'il a été connu par le mouvement trumpiste ou alors le mouvement MAGA. Ouais. On a vu à peu près la même chose au Brésil, mais il y a une vraie menace, si vous voulez, du fondamentalisme, ou alors y compris d'un extrémisme néolibéral très droit dans ses bottes, si vous voulez, parce que c'est ce qui est exprimé un peu par les différents gouvernements en Europe. Et donc, il y a, à mon avis, un effondrement du consensus qui tournait autour du concept de démocratie libérale, qui risque aussi d'ouvrir un cycle vers une confrontation, si vous voulez, d'expressions radicales qui peuvent émerger, qui ont déjà émergé dans différents endroits. Par exemple, dans l'entité sioniste, il s'agit clairement d'un pouvoir qui est un pouvoir fasciste qui s'oppose à d'autres courants d'un régime d'apartheid. Et si la mobilisation persiste, selon vous, doit-on s'attendre à la démission du gouvernement Borne ? Je pense que déjà, après le 49.3, la mobilisation qu'il y a eu juste après devait normalement autoriser l'attente d'une démission et déboucher ça. Après, on peut aussi avoir la carte de la dissolution du Parlement par le président, qui est possible parce qu'il y a aussi une crise de blocage institutionnel. Il y a deux blocs d'opposition qui bloquent un peu la marche institutionnelle. Il n'a pas de majorité. Très bien. Je vous retourne la question, Gamal Abina. Si le blocage persiste, doit-on s'attendre à la démission du gouvernement Borne ? Déjà, on sait que Macron ne veut pas la dégager, même s'il n'a pas voulu maintenir ce bras de fer. Probablement pas longtemps, mais il va quand même le maintenir. Et est-ce qu'il va perdre Madame Borne ? C'est un fusible qui sautera comme ça arrive dans la Ve République pour éviter que le président soit entaché. Mais quoi qu'il en soit, il est très engagé dans cette bataille. Il s'est mis en avant, alors que c'est quand même le président qui doit s'occuper des affaires internationales. Le national, c'est la ministre de l'Intérieur, la Première ministre. Donc ça a été quelque chose de très tendu pour lui. C'est un mauvais pari. Il va le perdre, c'est à peu près certain, mais il y aura des dégâts avant qu'il le perde. Et malheureusement, il y a une remise en question du principe démocratique, ça vient d'être dit, effectivement, par rapport au fait que la démocratie représentative, donc parlementaire en l'occurrence, n'est plus respectée et que Macron, dans ce blocage institutionnel, semble ça semble pas trop le déranger finalement, parce qu'il passe systématiquement en France avec le 49.3. Je voudrais vous poser une dernière question rapidement, Monsieur Abina. La paralysie de secteurs névralgiques en France a d'énormes coûts et conséquences. Suivre ce débat avec vous, toujours aussi passionnant de converser avec vous. Monsieur Abina, malheureusement, cette émission touche à sa fin. Merci d'y avoir participé, Monsieur Abina. Je rappelle que vous êtes analyste politique. Je vous remercie également, Sofiane Baroudi, de m'avoir accompagné durant cette émission. L'échiquier international, c'est terminé pour aujourd'hui. Très bonne soirée.